Maroc entre stress hydrique chronique et quête de résilience. Une stratégie nationale face à l'urgence de l'eau. Depuis plus d'une décennie, le Maroc traverse une crise hydrique qui s'aggrave d'année en année. Le phénomène n'est plus conjoncturel, mais structurel. Le stress hydrique s'impose comme l'un des défis les plus urgents auxquels le royaume doit faire face, à l'instar du changement climatique, de la souveraineté alimentaire et de la transition énergétique. Avec une population dépassant les 37 millions d'habitants, des besoins croissants en agriculture, industrie, tourisme et urbanisation, et une pluviométrie de plus en plus erratique, la gestion de l'eau devient un enjeu vital, stratégique et multidimensionnel. La sécheresse prolongée, la dégradation des nappes phréatiques, l'insuffisance des infrastructures et la pression sur les bassins hydrauliques font de l'eau au Maroc un bien rare, disputé et de plus en plus coûteux. Ce constat impose une réponse d'ensemble, politique, technologique, institutionnelle, sociale, économique, écologique et culturelle. Le Maroc l'a compris et engage une transformation profonde de son modèle de gouvernance de l'eau. Évolution historique de la crise hydrique au Maroc. Dans les années 1960, le Maroc disposait d'une moyenne de 2500 000 mètres d'eau renouvelable par habitant, an. Grâce à un climat plus stable et à une population encore modeste, les grands barrages lancés sous Hassan II, Bin el-Ouidan, Idriss Ier, Al-Masira, etc., permettaient de stocker et distribuer les ressources de manière relativement efficace. Mais dès les années 1990, les premiers signes d'épuisement apparaissent. Sécheresse récurrente, notamment 1992, 1995, 2000, urbanisation galopante, extension massive de l'irrigation intensive, agrumes, primeurs, pastèques, etc. Surexploitation non régulée des nappes. En 2025, la disponibilité hydrique est tombée à moins de 600 000 habitants an, plaçant le Maroc dans la catégorie des pays en stress hydrique extrême, selon les critères de la FAO et de l'ONU. Certaines nappes, comme celles du Haouz, du Souss ou du Saïs, sont épuisées de manière irréversible. Le niveau des barrages est historiquement bas. Al-Masira, le deuxième plus grand barrage du pays, est passé sous la barre des 5%. Le taux global de remplissage des barrages est souvent inférieur à 30%. 2. Les multiples facteurs du stress hydrique. 1. Le dérèglement climatique. Le Maroc est situé dans une zone de transition climatique entre les influences atlantiques, sahariennes et méditerranéennes. Cela rend sa pluviométrie particulièrement instable. Selon les projections du GIEC, la température moyenne augmentera de 2 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Les précipitations pourraient la baisser de 20 à 30%. La fréquence des années de sécheresse doublera. 2. La croissance des besoins. L'essor démographique, l'industrialisation, le tourisme et l'agriculture moderne font exploser la demande. 85% de l'eau consommée va à l'agriculture, souvent avec des techniques peu efficaces. L'industrie agroalimentaire, les complexes touristiques et les grandes villes, Casablanca, Marrakech, Tanger, pèsent lourdement sur les ressources. 3. Des pratiques agricoles à revoir. L'irrigation de cultures intensives et non adaptées, pastèques, avocats, maïs en plein désert, contribue à l'épuisement des nappes. Certaines régions continuent à creuser des puits illégaux sans contrôle, notamment dans le Haouz ou le Souss. 3. Réponse structurelle. Le virage stratégique du Maroc. Le PNAEPI, un programme d'envergure nationale. Le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 puis 2030 représente un plan de sauvetage hydrique. Doté d'une enveloppe de plus de 150 milliards de dirhams, il prévoit la construction de 20 nouveaux barrages, le transfert de plus de 1 milliard de mètres an entre les bassins, interconnexion, l'extension de l'irrigation localisée, goutte à goutte, le soutien à la désalinisation, la réutilisation massive des eaux usées. 2. L'autoroute de l'eau, un chantier stratégique. Lancée par décision royale en 2023, cette infrastructure relie les bassins excédentaires à ceux en déficit. Phase 1, de Sebou vers Bourg-Greg, fonctionnelle depuis 2024. Phase 2, extension vers Erbiya, alimentant Casablanca, El Jadida, Safi. Objectif, assurer une alimentation continue pour 12 millions de Marocains. C'est l'un des projets hydrauliques les plus ambitieux du continent. 3. Le dessalement à grande échelle. Le Maroc investit massivement dans le dessalement. Objectif de 1,3 milliard de mètres 3 ans d'ici 2030. Méga station à Agadir, Dakhla,
Casablanca, La Ayoun, Nador. Utilisation croissante d'énergie renouvelable pour alimenter ces stations, solaires, éoliens. 4. Réutilisation et économie circulaire de l'eau. Extension des stations de traitement des eaux usées à vocation agricole et urbaine. Recyclage dans les golfs, jardins, zones industrielles. Encouragement à la tarification incitative et à la sobriété hydrique. IV. Gouvernance. Régulation et défis institutionnels. 1. Le cadre légal, loi 36/15. Cette loi représente un tournant majeur dans la gestion de l'eau. Reconnaissance de l'eau comme ressource stratégique nationale. Renforcement des pouvoirs des agences de bassins hydrauliques. Instauration d'une police de l'eau, encadrement des forages. Obligation de déclaration, de quotas, de sanctions. 2. Décentralisation et implication locale. L'État encourage la gestion régionale et participative de l'eau. Plans hydriques régionaux intégrés, participation des communes rurales, financement délégué via les agences régionales. Mais des obstacles subsistent, manque de moyens humains, coordination difficile entre ministères, agriculture, intérieur, équipement, faible contrôle sur les exploitants privés. V. Impact économique, sociaux et géopolitique. 1. Économie nationale sous pression. Risque de perte de 6 à 7% du PIB d'ici 2030 en cas d'aggravation. Secteur menacé. Agriculture, industrie, tourisme, énergie. Augmentation des coûts de production alimentaire, pression sur les prix. 2. Tensions sociales et migrations internes. Dépeuplement des zones rurales. Exode rural vers les grandes villes. Conflits d'usage entre agriculteurs, touristes, industriels, ménages. Crise de confiance vis-à-vis de certaines politiques hydriques locales. 3. Diplomatie et coopération régionale. Le Maroc se positionne comme acteur africain de la gestion durable de l'eau. Partage d'expertise avec le Sahel. Coopération avec l'UE, la BEAD, la Banque mondiale, Israël, technologie du goutte à goutte, Espagne, gestion des aquifères, etc. Conclusion, entre nécessité et opportunité. La crise hydrique au Maroc est une alarme écologique, économique, sociale et politique. Mais elle peut aussi être une opportunité historique de transformation. Le royaume est en train de faire de l'eau l'épine dorsale de sa politique de durabilité, à travers une alliance entre technologie, souveraineté, solidarité et responsabilité. Le succès dépendra de plusieurs conditions. Une éducation hydrique de masse dès l'école, l'arrêt des cultures inadaptées, un contrôle rigoureux des ressources illégales, la mobilisation citoyenne et surtout, une volonté politique constante au-delà des urgences du moment. La DGI passe à l'offensive, quand l'État marocain muscle son arsenal fiscal pour accroître ses recettes. Introduction, une réforme fiscale en marche. Dans un contexte économique marqué par des contraintes budgétaires, une demande croissante de services publics et un besoin accru de financement des réformes sociales, la Direction générale des impôts, DGI, au Maroc, se transforme en acteur central de la stratégie de redressement de l'État. En 2024, cette institution a considérablement renforcé ses opérations de contrôle, misant sur la digitalisation, la transparence et la traçabilité pour élargir l'assiette fiscale, améliorer le civisme fiscal et lutter contre la fraude. Performance remarquable, des chiffres qui parlent, la DGI a enregistré des résultats historiques grâce à une intensification sans précédent des contrôles. 7574 contrôles sur place, en hausse de 32% par rapport à 2023. 60 831 vérifications sur pièces, soit une hausse de 9%. 14,8 milliards de dirhams générés au total par ces actions en 2024. Cette performance n'est pas seulement quantitative, elle traduit un changement qualitatif de méthode, ciblage plus précis, recours massif aux données et recentrage sur des profils jusque-là peu inquiétés. 2. Changement de cible, les personnes physiques sous les projecteurs. Alors que les grands groupes étaient historiquement les principales cibles des contrôles fiscaux, la DGI opère un virage stratégique en direction des personnes physiques, professions libérales, commerçants, auto-entrepreneurs, hauts revenus. En 2024, les personnes physiques représentent 47% des contrôles sur place, contre 19% en 2023. Les recettes générées par cette catégorie atteignent 1,38 milliard de dirhams, un montant stable mais significatif.
Ce tournant s'inscrit dans la volonté de lutter contre l'évasion fiscale des hauts revenus individuels, souvent plus difficiles à détecter que celle des entreprises formelles. 3. PME et grandes entreprises, deux trajectoires divergentes. Les contrôles fiscaux sur les entreprises montrent des évolutions contrastées. Les PME ont généré 2,3 milliards de dirhams en hausse de 12%. Les grandes entreprises, en revanche, voient leurs recettes fiscales issues des contrôles chuter de 22% à 1,6 milliard de dirhams malgré une intensification des vérifications. Cela peut s'expliquer par une meilleure anticipation fiscale des grands groupes, un recours plus fréquent aux cabinets de conseil ou une plus grande complexité des schémas d'optimisation. GV. L'immobilier dans le viseur, des profits fonciers très lucratifs. Le secteur de l'immobilier reste un pilier de la collecte fiscale. Les recettes de l'impôt sur les profits fonciers, IRPF, atteignent 2,1 milliards de dirhams en hausse de 9%. Ces profits représentent 73% des recettes fiscales immobilières. À l'inverse, les droits d'enregistrement et de timbre chutent de 8% à 779 millions de dirhams. Le message est clair. La DGI cible désormais les plus-values latentes réalisées par les particuliers et promoteurs plutôt que les simples mutations de propriété. V. Réforme numérique. Le big data au service du fisc. Pour moderniser ces méthodes, la DGI s'est dotée de deux outils technologiques majeurs. Un data lake centralisant toutes les données fiscales, douanières, bancaires, cadastrales, etc. Cela permet un meilleur croisement d'informations, une analyse prédictive des fraudes et une planification intelligente des contrôles. Le système de facturation électronique, en cours de déploiement, vise à suivre en temps réel les transactions commerciales, réduisant les failles dans la chaîne de déclaration. Ces innovations placent la DGI dans une logique proactive, basée sur l'anticipation des risques plutôt que la seule réaction aux anomalies. ZI. Objectifs politiques et économiques. Redéfinir le contrat fiscal. L'intensification du contrôle fiscal répond à plusieurs enjeux clés. Réduire le déficit budgétaire dans un contexte de dépenses sociales croissantes, éducation, santé, protection sociale. Renforcer l'équité fiscale en mettant fin à l'impunité de certaines professions ou acteurs économiques qui échappaient au fisc. Soutenir la compétitivité en luttant contre la concurrence déloyale entre opérateurs déclarés et non déclarés. Mais cette stratégie comporte aussi des risques sociaux et politiques si elle n'est pas accompagnée de pédagogie, de médiation et de transparence. 7. Défi à venir, vers un fisc inclusif et intelligent. Malgré ces avancées, la DGI doit faire face à plusieurs défis. La complexité du tissu économique informel, notamment dans le commerce de détail et l'artisanat. La résistance de certains contribuables qui perçoivent encore le fisc comme une entité punitive. Le besoin d'éducation fiscale pour ancrer une culture du paiement volontaire de l'impôt. L'avenir dépendra de la capacité de l'administration fiscale à concilier fermeté, équité et modernité. Conclusion. Une offensive assumée pour un État plus résilient. La montée en puissance de la DGI en 2024 marque une étape décisive dans la réforme de l'État marocain. Grâce à la technologie, à une gouvernance plus rigoureuse et à un ciblage plus large, le fisc devient un levier majeur de la politique publique. Mais pour que cette dynamique soit durable, elle doit s'accompagner de confiance citoyenne, d'équité entre catégories sociales et d'une réelle volonté d'institutionnaliser la justice fiscale.